Salut et bienvenue dans Et on recommence, le podcast entre potes dédié aux remakes de films et de séries. Je suis Cynthia et je suis en compagnie de Hugo, Hello, Élise, Salut et Bastien. Salut. On vous souhaite à tous une très belle année 2026. bonne année. Bonne année. Bonne année. Aujourd'hui, on va parler du film culte Fenêtre sur cour et de son pseudo-remake Paranoïaque. C'est parti. Alors, Fenêtre sur cour, ou Rear Window en VO, c'est un thriller américain réalisé par Hitchcock en 1954 pour Paramount. Le film est écrit par John Michael Hayes, qui a travaillé aussi avec Anthony Mann sur Le Port des Passions l'année d'avant, et qui retravaillera avec Hitchcock après leur collaboration, notamment sur La main au collet ou L'homme qui en savait trop. Le scénario est d'ailleurs écrit d'après la nouvelle It Had to Be Murder de Cornell Woolrich. Alors, ça raconte quoi ce film, Bastien ? Elbeth Jeffries est un reporter photographe qui est immobilisé à son domicile suite à un accident qui lui vaut une jambe dans le plâtre. Entre les visites de son infirmière Stella et de sa fiancée Lisa, il s'ennuie. Et il passe le plus clair de son temps à sa fenêtre à observer le comportement de ses voisins. Mais un appartement attire son attention. Le couple qui y vit semble se disputer souvent. Jeffries constate un jour que l'épouse a disparu et devient convaincu que son mari l'a assassinée. Alors, dans le rôle principal, on retrouve le grand James Stewart, vu aussi dans Sueur froide ou La vie est belle. J'adore James Stewart. Moi aussi. Et Grace Kelly, on va en parler. Ouais. Ah bah ouais. Magnifique les deux là ensemble, on peut pas faire mieux. Du coup, Hitchcock l'adore aussi et il lui offre tout de suite le rôle. Et à eux deux, ils vont ouvrir une société de production pour acheter les droits de la nouvelle, dont on parlait plus tôt, pour pouvoir après produire le film. Et Stewart, il est tellement persuadé que le film va marcher qu'il préfère prendre une part des recettes plutôt qu'un salaire fixe. Hitchcock veut aussi retravailler avec Grace Kelly, avec qui il avait collaboré dans Le crime était presque parfait juste avant, et il demande à son scénariste d'écrire un personnage pour Grace Kelly, parce que c'est un personnage qui n'existait pas dans la nouvelle originale. Donc Ok. il va passer un petit peu de temps avec Grace Kelly et lui écrire un rôle sur mesure. Alors, le film est un succès, oui, ça c'est sûr. Mais à votre avis, est-ce que James Stewart, il a quand même bien fait de parier sur les recettes ou pas ? Très bonne question. Je sais pas, j'aurais dit oui quand même. Mais vu que tu poses la Ouais. question, ça me met le doute. Hitchcock au sommet de sa popularité, le couple star, l'intrigue, etc. Ouais, allez, oui, ça a marché à mort. Et oui, énorme succès. Le film rapporte 36 fois son budget de base. Oula. Donc c'est le plus gros succès de 1954 et il sera même nommé 4 fois aux Oscars. Donc bref, voilà, 36 fois le budget, c'est un truc de fou. C'est énorme. Donc du coup, devant ce succès, on comptera un remake pour la télévision en 1998 avec Christopher Reeves dans le rôle principal. Fenêtre sur cour, c'est un film qui est très présent dans la pop culture. On retrouve pas mal de séries qui ont fait des épisodes spéciaux, comme Les Experts, Les Simpsons, pour faire plaisir à Hugo, Supernatural. Ah, Et en France, on a aussi le nôtre avec Renan Luce et son clip hommage Les Voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. Improbable. Alors, concernant Paranoïaque, ou Disturbia en VO, c'est le scénariste Christopher Landon, qui a écrit les Paranormal Activity, qui en 2007 a l'idée du film quand il apprend que Martha Stewart, une présentatrice américaine, est placée en assignation à résidence. Et il se demande qu'est-ce qui pourrait lui arriver à lui s'il était placé en assignation à résidence. je comprends la blague dans le film. alors. Oui, il parle à un moment de Martha Stewart. Du coup, il souhaite s'inspirer de Fenêtre sur cour, mais d'en faire une version plus moderne. Il va donc s'associer à Carl Ellsworth, un scénariste de Buffy contre les vampires, ou Xena la guerrière aussi, Ok. et ils vendent le script à DreamWorks Pictures, qui appartient notamment à Steven Spielberg. DJ Caruso, qui est le réalisateur de Salton Sea ou Taking Lives avec Angelina Jolie, se retrouve associé au projet. Alors, Paranoïaque, qu'est-ce que ça raconte, Bastien ? À cause d'un énième comportement problématique à son école, Cale, 17 ans, est placé sous contrôle judiciaire et assigné à résidence pendant 3 mois avec un bracelet électronique. Étouffé par ses contraintes, il observe la vie de ses voisins avec son copain Ronnie et découvre une nouvelle venue dans la banlieue, la très jolie Ashley. Cette dernière se prend au jeu d'espionnage avec eux, mais l'ambiance devient plus inquiétante lorsqu'ils suspectent leur voisin, Mr. Turner, d'être un tueur en série. Alors, pour le rôle de Cale, il y a une centaine d'acteurs qui a été auditionné. Et c'est Steven Spielberg qui a mis en avant Shia LaBeouf, parce qu'il était super impressionné par l'acteur dans le film Disney La morsure du lézard. Du coup, l'équipe, elle souhaitait un acteur qui n'avait pas forcément un physique de beau gosse. Voilà, une balle perdue pour Shia LaBeouf. Sympa. Alors, à votre avis, est-ce que Paranoïaque est un succès ou pas ? Moi, je pense que c'est ok. Oui, ça a cartonné. Cartonné, carrément.
Carrément, parce que moi, je Ouais. crois même pas l'avoir vu quand j'étais jeune. J'en avais même pas entendu parler. Je l'avais pas vu non plus, mais j'en avais entendu parler. J'en ai entendu Ouais. parler aussi. Ah ouais? Je crois, en tout cas, aux États-Unis, ça a très bien marché, il me semble. Alors le film rapporte 6 fois son budget. Ah ouais. Ah ouais, quand Et même. il est aussi bien accueilli niveau spectateur. Niveau presse, c'est plutôt pas mal aussi. On trouve que le film, il réussit bien ses mises en tension, qu'il est bien porté par Shia LaBeouf, mais on lui reproche d'être un petit peu trop cliché et prévisible. Ah, grave. Sans deck. Ça, c'est. Ça s'entend. On va en parler, on va en On va parler. en parler. Alors, avant de démarrer l'analyse, on va donner un tout petit peu de contexte, parce qu'on va se rendre compte à quel point les deux films sont encore une fois des reflets de la société dans laquelle ils s'inscrivent. Donc, pour le film d'Hitchcock, on est en pleine guerre froide, donc dans une grande paranoïa collective. On se demande si notre voisin serait pas communiste, s'il faut le dénoncer ou pas. C'est aussi l'arrivée de la télévision. Pour le remake, c'est l'Amérique post-11 septembre. Et là, la peur, c'est plus vraiment une idéologie politique, mais c'est plutôt l'individu imprévisible, le tueur de masse ou le terroriste. Et c'est aussi le gros boom de la télé-réalité. On l'a dit, les deux persos ont un point de départ identique, mais des motivations différentes. On va donc commencer par comparer les deux personnages, leur voyeurisme, leur motivation, etc. Je vais commencer d'abord avec la version avec Shia LaBeouf où, bon, déjà, t'as le flashback avec son père. Putain, Ouais, t'as l'accident, le père meurt. Elle est horrible cette scène d'ailleurs, Ouais. hyper violente Mais quoi. on dirait un destination finale, je suis désolé. mais- Clairement. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Il y a un petit... Ouais, carrément. Et en fait, c'est marrant, t'as toute cette construction de personnage, tu vois qu'il y a du temps qui s'est passé, tu vois comment ça l'affecte. Grosse torgnole à son prof d'espagnol qui lui parle de la mort de son père. On a un enchaînement de scènes qui sont pas liées vraiment à l'intrigue principale. Et du coup, c'est très scolaire en fait, le truc de dire ok, scène avec papa, trauma originel, le gosse à l'école, il se rebelle, il va être assigné à résidence, on lui met un bracelet électronique. Allez, maintenant l'histoire peut commencer. Parce que c'est du vu et déjà vu, en fait. Carrément, t'as entièrement raison. Oui. Ouais, ouais. Mais parce que c'est pas non plus fait avec une fluidité, et je suis même pas en train de le comparer à Hitchcock, Oui. bon, tu peux pas tester. Mais Inégalable. voilà, je trouve que c'est un peu lourdingue. Ouais, t'as au moins peut-être 20 minutes de setup. Ouais, J'ai facile. l'impression que c'est même plus que ça. Quand tu compares avec l'original, je trouve qu'aussi ça met du temps à se mettre en place aussi, l'autre. Ouais, mais c'est quand tu compares à l'original où t'as peut-être 5 minutes juste d'aller-retour pour voir un peu l'environnement dans Ouais. lequel ça va se passer parce que tu vois que c'est vraiment un lieu clos, enfin un Oui, lieu c'est clos. ça, oui, clairement. Entre Ah parenthèses, quoi, parce que c'est quand même un bloc. Mais Oui. du coup, le personnage n'a quasiment pas besoin de description parce que tu vois tout ce qu'il est. Tu vois que c'est un photographe avec les Ouais. photos qui sont montrées dans son appartement. Même s'il dort, le personnage n'a presque pas besoin de se présenter, tu vois. Bah non, c'est bien filmé en fait, tu comprends direct en un plan. C'est génial. Ouais, ouais. C'est un vrai putain de film conceptuel. C'est un set piece, hein. Du coup, toi, tu le regardes dans ta télé ou ton ordinateur, t'es déjà dans un cadre qui ouvre un cadre, celui de la fenêtre, pour te montrer une scène, avec donc plein de petites fenêtres qui sont aussi des scénettes. Il te pose avec une simplicité et un brio le contexte. C'est assez fou. Et Claude Chabrol et Eric Romer, qui ont écrit un livre sur Hitchcock, ils définissaient l'intrigue du film en disant « Un homme regarde et attend, pendant que nous regardons cet homme Ouais, et ouais. attendons ce qu'il attend. » C'est T'es génial. voyeur de voyeur, en fait. Et c'est assez marrant à voir. Il y a un truc qui est tellement conceptuel, mais qui fait qu'on a une position de spectateur qui est évidemment pas la même que celle de Paranoïaque, où là on est, on va dire, dans C'est une plus classique. histoire quoi. voilà, très Ouais. classique, avec les scènes d'exposition, Ouais, ouais, ouais. les machins, etc. Après, je suis d'accord avec vous, mais je trouve qu'on s'attache quand même moins aussi. À Jeffrey Ouais. Enfin, ça se fait petit à petit. Ouais. Alors qu'au moins, le début avec Cale, l'avantage, c'est que direct, t'es de son côté. C'est aussi un petit con. Mais comme on sait Ouais. pourquoi c'en est un, on est quand même attaché à lui. C'est un peu horrible ce qu'il a vécu. Et Oui, donc, non, mais t'as le raison, fait t'as qu'il ait raison, collé une ouais. droite à son prof, on aurait probablement fait la même chose, quoi. Non, mais je suis d'accord, enfin, c'est-à-dire que Hitchcock ne cherche pas absolument à te mettre dans les petits Ouais. papiers du personnage, il te force juste à l'identification. C'est-à-dire Oui, c'est que ça. toi, comme le personnage, t'es devant ta fenêtre, tu vois tes voisins, bon, t'as Oui, envie de regarder voilà. ce qui se passe dans la fenêtre d'à côté. Mais après, dans le film de 2007, t'as plus ce côté un peu de voisinage américain Oui, à c'est vrai, la banlieue, Spielberg, j'ai envie de dire. Enfin, c'est les suburbs par Ouais, c'est rapport à ça. la ville. Voilà, les Ouais, ouais. suburbs. Alors que c'est vrai que dans la version de Hitchcock, c'est vraiment le truc, tu te sors à New York, t'es entre 3 immeubles. Du coup, t'es un peu plus détaché parce qu'il a vraiment un ton beaucoup plus mature, adulte, le personnage de Jeffries dans la version d'Hitchcock. Oui, totalement. Le personnage est aussi extrêmement obsessionnel. Ah oui, 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 En fait, clairement. de voir qu'il fait tout pour Ouais. son taf. Et Mm. quand il va être sur un sujet, il va être extrêmement focus, mais au point d'en effacer tout le reste de sa vie et surtout sa relation avec Lisa, mais de vraiment l'ignorer et d'avoir peur de s'engager dans autre chose que ne sait que son Ouais, taf. il est dur en plus. Ouais, il est dur, il est pas très appréciable en soi. Il est détestable, Ouais. le perso. Ça donne pas envie d'être dans son camp. Moi, j'étais en mode, mais il faut que la meuf, elle se casse absolument. Ça sert à rien d'être Et avec. surtout qu'il fait peur, je veux dire, quand il se met dans l'ombre, quand il regarde avec Ouais. ses jumelles, des fois il a une air de vilain, je trouve. C'est là où je trouve aussi que c'est hyper intelligent parce que ça cache pas les zones
zones d'ombre. Le principe Ouais. du voyeurisme, c'est quand même de rester caché pour observer quelque chose. Et du coup, c'est entre grands guillemets des bas instincts humains. Là où en fait, sur Paranoïaque, l'argument du voyeurisme, pour moi, il est pas tenu. C'est-à-dire que là où, côté Hitchcock, purement sur cette idée-là, on a ce panel de fenêtres. Et en fait, Stewart va aller observer tout ça. Et en fait, il y a une autre intrigue qui se crée. C'est-à-dire qu'il y a l'intrigue du thriller, mais il y a aussi l'intrigue de Stewart par rapport à sa compagne, Grace Kelly. Il ne veut pas s'engager avec elle. Et donc, là aussi, le film, en fait, joue à la fois du thriller et de la comédie romantique. Déjà parce qu'il y a tous les dialogues entre Stewart et Grace Kelly. Et aussi parce que tous les voisins, en fait, sont aussi une certaine image du couple ou de ce que pourrait être un couple. Et donc, ça double le discours. Ouais. C'est-à-dire que ça permet aussi à Stewart d'avoir une réflexion, d'avoir des illustrations de ce qui marche pas dans un couple. Et dans le remake, en fait, cette idée du voyeurisme, elle est pas poussée, en fait. Il y a une scène où, effectivement, je crois, quand il a rencontré la nana, elle est chez lui et il commence à lui montrer, tiens, regarde, il y a la voisine machin, et là, il y a un tel qui part. Tu vas voir, c'est comme la télé-réalité, mais sans la télé. Il y a tout un monde derrière ma fenêtre. Madame Pilch. Elle a un tatouage au nibar. Tu vois le truc? Et tous les jeudis à 4h, elle va à son club de sport pour faire un tennis avec Betty Belfranche. Et une fois que ces dames sont parties, suite du feuilleton. C'est Monsieur Pilch qui rentre du boulot. À ton avis, qu'est-ce qui se passe après? Regarde, il entre, prends les jumelles. C'est qui? Carrément. Ouais. Waouh. Tu vois ce que je veux dire? Cette scène, elle t'amène pas grand-chose parce que tu ne reverras jamais ses voisins. Et en fait, Shia LaBeouf va juste mater sa copine ou mater le tueur. Ça mène nulle part. C'est que un argument de comprendre ou pas l'intrigue. Je trouve qu'il y avait carrément un truc chouette à amener sur ce sujet-là aussi. Tu vois, même à l'intérieur d'un teen movie, de montrer que la question du voyeurisme, peut-être de l'excitation, il mate sa voisine qu'il connaît pas au début. Enfin voilà, je dis pas qu'il fallait absolument le montrer en train de se toucher, mais Et du coup, pour aller dans ton sens, dans le premier film, du coup, c'est vraiment un accident, le fait qu'il se soit cassé la jambe. Ouais. Ça le handicape beaucoup. Il a une infirmière à domicile, etc. Et il redevient comme un bébé, quoi. Il y a quelqu'un qui doit s'occuper de lui pour tout, pour le laver, pour l'habiller, pour lui faire son petit déjeuner, etc. Donc il est vraiment bloqué, alors que dans le remake, le personnage, il a un bracelet électronique, donc il est pas vraiment si bloqué que ça. C'est juste qu'il peut pas sortir de chez lui. C'est ça. Au début, il arrive à s'occuper puisqu'il va jouer aux jeux vidéo, regarder la télé, etc. Mais finalement, sa mère va lui couper tous ces accès-là parce que... Littéralement. Ouais, voilà, couper avec un ciseau les câbles. Parce qu'effectivement, c'est un peu... il s'occupe pas de la maison et elle en a un petit peu ras-le-bol. Et c'est comme ça, en fait, qu'il devient voyeur. Et je trouve que ça colle quand même bien aussi à l'âge du personnage parce que il regarde un peu les voisins. Et puis tout à coup, effectivement, une nouvelle voisine débarque qui est canon. Enfin voilà, moi ça m'a fait vraiment penser à Transformers avec Megan Fox et tout. Enfin, ces films un peu Shia LaBeouf aussi. Hein. gros blockbuster avec des nanas qui sortent de je ne sais où et qui sont en petit bikini à côté de chez toi, etc. De la ville. Ouais, voilà, non mais c'est fou. Mais en fait, je trouve que ça colle bien le fait d'avoir mis un ado qui forcément est un peu voyeur et qui va l'observer avec ses jumelles et compagnie. Ouais, il pouvait en faire un personnage qui était juste de base voyeur, comme tout le monde l'est un petit peu. Voilà. En l'occurrence, le remake, on est sur un mélange de teen movie et de thriller qui correspond carrément à l'époque. Voire de l'horreur aussi, je trouve. Hein, sur oui, la clairement, ouais. Alors oui, de l'horreur, voire du grand guignol, quasiment, mais... Ah, t'es violent, dis donc. Ah, mais grave. Mais de toute façon, Bastien, c'est un hater des films des années 2000. Ouais, j'avoue. Non, oh, putain, c'est il a dur. du mal à se défendre. Hein, ça demanderait vraiment une réflexion interne. Il y a probablement une partie de cinéma que j'aurais aimé avant et que j'aime plus après. Oui, ce qui se comprend, ouais. Il y a des tics, il y a des façons de réaliser, de dérouler une histoire où je suis moins fan. Après, mélanger le teen movie et le thriller, why not, j'ai rien contre. Je trouve juste que là, et c'est vraiment une question de réalisation, il n'y a pas beaucoup de subtilité. En fait, le film déroule son truc de manière assez programmatique. Le côté high concept du truc marche bien, et même la mécanique du suspense, elle peut marcher, etc. Mais encore une fois, les ficelles sont très très évidentes. Le tueur est amené à la truelle, c'est-à-dire que je crois qu'on entend la radio ou la télé à un moment qui dévoile une news sur un truc, etc. Une nana et puis qui a du coup, été en fait, kidnappée. voilà, une nana assassinée, ah oui, une voiture bleue abîmée, un machin, etc. En plus, moi j'aime bien David Morse, mais vu la tronche qu'ils lui ont fait, tu vois, le gars il fait 2m12, il arrive avec ses cheveux gominés en arrière, son espèce de petit sourire en coin, je veux dire, Sa c'est petite boucle évident dès d'oreille. le début que c'est un salopard. Oui, c'est clair. Et justement, en parlant de ça, c'est marrant, dans le film de Hitchcock, parce que c'est un film d'Hitchcock, donc tu sais qu'il va y avoir un thriller. Mais quand tu regardes comment sont mis en place tous les personnages, tu te dis, ça peut être n'importe quelle personne. Exactement, Oui, c'est vrai. mais oui, c'est ce que j'arrêtais pas à me dire. Et surtout que la personne qui va le faire, ça va être un mec tellement lambda,
pour une cause tellement lambda, juste de pas s'entendre dans un mariage, je dis, ça peut être n'importe quelle personne qui peut commettre un crime. Et n'importe qui peut être aussi une victime, parce que je sais pas Ouais, si vous ouais. avez fait gaffe, mais au tout début, il y a la voisine qui va bronzer dans le jardin, et à un moment... On a l'impression qu'elle est morte. Oui, t'es d'accord? Elle a Ouais, le journal sur le visage, et elle a ses pieds qui sont mis d'une façon comme si elle avait été étranglée et qu'elle était morte. Et Miss Torso aussi, elle fréquente Oui. plusieurs hommes et qui à un moment rentre avec un mec qui met le pied dans, Ouais. dans sa porte et qui peut Ouais, pas refermer. qui est près de l'agresser, ouais. Non, non, c'est vrai. Ça, c'est très malin. Hitchcock, il arrive à coller une ambiguïté ouf parce que on verra jamais Thorwald, le voisin, avouer le meurtre de sa femme. Ouais. Les multiples vérifications de son pote le flic, la Doyle, à chaque fois, ça amène des preuves que tout va bien. Il prouve l'innocence du mec constamment. en Voilà, fait. et en fait, c'est que l'obstination de James Stewart que à la toute fin du film, ça va amener des preuves. Donc en fait, c'est extrêmement fin, c'est-à-dire que tout le long du film, on est avec le personnage de Stewart, même Stella, son infirmière, qui au début l'envoie bouler en lui disant c'est bon, elle finit par rentrer dans cette intrigue. Grace Kelly aussi, qui... Elle rentre trop dedans même, je trouve. Grace Kelly, Oui, c'est- non mais c'est voilà, génial. Elle se complètement. faisait chier. Mais en tout cas, toute cette subtilité qui fait aussi que on n'a aucune véritable certitude par rapport au meurtre. Dans Paranoia, C'est tout l'inverse, c'est quoi. assez évident. Ah oui, ouais, Ouais, tu ouais, sais ouais. direct. quoi. Il y a une scène qui est un peu Hitchcockienne d'ailleurs, où Shia LaBeouf a vu une agression, et en fait il finit par voir la nana qui sort Qui de s'en va, l'appartement, ouais. va dans sa voiture et s'en va, etc. Donc là aussi il y a une forme d'ambiguïté, et je me dis, ah tiens c'est cool, putain, ils instillent le doute en fait, un vrai doute, sauf qu'en fait ça va pas très loin. Ça, et puis quand ils vont fouiller dans son garage parce qu'ils pensent trouver un corps, et en fait, c'est le voisin qui a renversé un Oui. sanglier ou je Ah sais non, plus ce c'est que un daim. Ouais, une biche. Ouais, une biche, je crois. La première fois où Ouais, il se pécho avec Ashley, t'as un mec qui est en train de charcuter une meuf avec du sang qui gicle sur les Ah oui, Ouais, ça aussi, la ouais. tronçonneuse. sur la fenêtre et Oui. compagnie. Et là Bah tu te dis oui. ok, le mec c'est vraiment un tueur. Ouais. y a- Oui, mais je parce peux que pas là, te- le film, il bascule, là, je trouve. Là, oui, tu perds le côté voyeur seulement de la maison et tout ça, et Voilà. il s'ouvre un peu plus. Là, ça devient un pur film d'horreur classique, quoi. On sait ce qui se passe, même le flic qui essaye de venir sauver Shia, il se fait tuer, enfin là... ça- C'est le flic le plus rapide Ah du oui, monde. on est d'accord. Comment il Je a sais fait pas où il est posté, il est au coin de rue, dès que le mec fait 1 centimètre en dehors de sa zone, bam, il déboule et tout. On dirait le gars dans Dexter. Il s'en est pris à son cousin. Ouais, ouais, ouais. Il est très revanchard, ça se comprend. On évoquait le fait que le remake bascule dans l'horreur vers la fin du film, et donc on utilise vraiment différents lieux pour jouer sur la tension, contrairement à l'original, qui lui est un véritable huis clos, quoi. C'est un studio, le truc d'Hitchcock. Ouais, c'est dans le plus grand Oh, studio de Paramount, c'est et il a génial. tout construit. Donc il y avait 31 appartements, dont 12 Ah ouais. entièrement meublés, et il y avait l'eau courante et l'électricité. De malade Ah ouais mental. Et l'actrice qui jouait Madame Torso, elle vivait carrément dans son appart, elle. Mais non, trop drôle. Et Hitchcock, il a tourné que depuis l'appartement de Jeff. Ah Ouais. Et pour que les acteurs en face sachent quoi faire, à quel moment, il leur donnait Hmm. des indications grâce à des oreillettes. D'accord. Putain, c'est impressionnant quand même. Déjà que j'étais impressionné quand James Stewart utilise un rasoir électrique. J'ai dit Oui. putain, en 54. Ça existait déjà. Mais juste en parlant de Madame Torso, j'étais juste assez impressionné par rapport au code Hollywood, que ça soit pas plus censuré que ça, quoi. Qu'elle soit constamment en petite culotte Ah, et mais autres. oui. Je me dis, ça devait être osé pour l'époque quand même. Ouais. Bah, certaines justement, scènes. en fait, à la base, il y avait une scène où elle était seins nus carrément. Carrément. Et donc, D'accord. le Ah ouais. code a bloqué, et donc ils ont dû retourner une scène où cette fois-ci on la voit de dos. Mais effectivement, on la voit quand même souvent penchée, avec surtout les personnages qui la matent, quoi. Mais après, tu vois, moi, il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié. Je me suis dit, comment ils peuvent justifier le fait de voir partout chez des gens. Et c'est trop bien pensé le fait que ce soit une canicule et qu'il fasse Bah chaud. oui, carrément. T'es obligé Ouais, d'ouvrir la fenêtre. Même ceux qui dorment dehors en plus avec leur matelas parce qu'il Oui. fait trop chaud, je trouve Ouais. ça Non, génial. franchement, trop bien, ouais. Mais justement, pour revenir un tout petit peu du coup par rapport à la censure, Hitchcock de base, il était quand même connu pour contourner ces règles-là. Donc, par exemple, c'est lui qui avait fait le train qui rentre dans un tunnel pour symboliser le rapport sexuel. Et il y a aussi le couple qui dort sur le balcon. Ils dorment tête bêche parce Ah. qu'on n'avait pas le droit de montrer un couple qui dormait l'un à côté de l'autre. Ah bon Et du coup, pareil pour le commercial qui tue sa femme. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a bien 2 lits dans la chambre. Ah non, j'ai Parce même qu'il n'est pas pas vu. censé dormir dans le même Ouais. lit. Et il y a aussi effectivement le fait que quand ils s'embrassent, Lisa et Jeff, si vous comptez normalement, ils peuvent pas s'embrasser plus de 3 secondes. Ça faisait partie du code. Ah. Ok. Mais c'est juste que ça me fait marrer parce que pendant tout le film, mais quand même un couple qui arrête pas de baiser constamment. Oui, mais on les voit pas. T'entends pas de... Et on ouais. les voit pas. Mais c'est toujours constamment le mec, il en a marre au bout d'un moment. Oui, il y en a marre. Ouais. Trop drôle. Dans le remake, là c'est tout l'inverse.
Il y a même un moment où le personnage, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais du coup Shia LaBeouf, il est dans sa salle de bain, tu vois un truc qui bouge et tout, t'as l'impression qu'il est en train de se masturber. Et en fait, non, c'est Il se drôle, gratte en fait, derrière il se gratte, voilà, son bracelet électronique. Ouais, mais c'est là où je trouve dommage, peut-être que justement parce que le film des années 2000 peut se permettre en tout cas d'aller là-dessus, ça pouvait, je sais pas, essayer d'aller un peu sur des zones d'ombre, autre que juste en fait mater la voisine en bikini à travers les jumelles. D'ailleurs, c'est con, je trouve, parce qu'ils ont pas assez joué avec ce truc des limites. Je pense qu'il aurait pu y avoir plus de scènes qui jouent autour de ça. Et par exemple, tu vois le chien qui peut pas sortir aussi de sa zone, qui se fait électrocuter. Je sais pas, moi je pensais qu'il y avait un truc qui allait se passer avec le chien, parce qu'il s'est passé un truc avec le chien dans Hitchcock. C'est peut-être un petit clin d'œil, Peut-être un petit clin d'œil, en effet. Et ce que je trouve décevant, c'est qu'en fait, on se dit, au tout début, son bracelet électronique, c'est un peu le symbole de sa punition, et ce qui fait qu'il va être bloqué. Et plus ça avance, plus tu te dis, ça va lui servir dans le bon sens, puisque au moment où il va être en danger de mort, ça va prévenir la police, et la police va venir l'aider. Bah oui. Et en fait, non, parce que ça prévient effectivement la police, mais en une seconde, le flic est tué. Voilà. Et donc, du coup, je trouve ça, c'est un petit peu dommage, parce que j'aurais préféré que limite les flics arrivent après. Je suis d'accord. Je pense que c'était pour montrer à quel point le serial killer il est ultra violent, et que c'est pas un rigolo, contrairement à Hitchcock, où finalement, bon, le grand méchant. Moi, je trouve qu'il fait peur à la fin, hein, quand il rentre dans l'appart là. Ah, grave. Franchement, il a un regard. Du coup, d'ailleurs, là-dessus, il y a une petite anecdote, je sais pas si vous savez, mais c'est Hitchcock, il a engagé, donc il s'appelle Raymond Burr, l'acteur. Ouais. Il ressemblait physiquement à David O. Selznick, qui est un producteur connu, notamment pour Autant en emporte le vent. Et selon Hitchcock, ce producteur-là, il s'immisçait trop dans son travail. Donc, du coup, il a en petit clin d'œil, il s'est dit tiens, il est trop drôle. Mais c'est vrai, Elise, t'as raison, ça fait peur à la fin. Oui, il est innocent, il paraît innocent au début. Et c'est à la fin, quand il débarque dans l'appart, là, il change de regard. Mais même avant l'appart, je trouve que quand tu entends du bruit dans l'immeuble, qu'après t'as l'ombre qui est devant la porte, et en fait ça joue aussi avec le fait que James Stewart, à ce moment-là, il est bloqué dans son fauteuil, et tu sais qu'il est complètement vulnérable en fait. Mais c'est vrai que c'est ultra bien fait, même la lumière sur ses yeux quand il rentre, c'est... Et l'effet de pellicule qui crame avec le truc blanc qui revient, c'est génial. Les effets d'optique avec le flash, c'est énorme, c'est des super idées de mise en scène. C'est marrant ce que tu dis sur le personnage justement de Thornwall, parce que en fait il est à la limite entre la bonhomie et l'armoire à glace. Oui, c'est vrai. Et en fait, t'as l'impression que c'est un mec qui essaye de prendre soin de sa femme, qui est souffrante, qui est malade. Il lui apporte un petit repas avec une fleur et jette la fleur en se foutant de sa gueule. Ouais, c'est ça, elle a l'air insupportable en fait, quoi. Alors que l'autre, c'est juste un serial killer pour le coup, qui est ultra violent. C'est ça. Il est womanizer, il ramène des meufs, il les tue et autres. Tu te dis, oh, putain. Ouais, c'est ça, c'est juste de pas instiller chez le personnage de Shia LaBeouf que nous, on ait un doute en tant que spectateur de se dire, est-ce que c'est pas un gosse qui délire en fait, ça, c'est qui fantasme un peu sa life. Ça aurait été cool, tu vois, parce qu'il s'emmerde trop. Ouais, tout comme Jimmy Stewart, où on se dit aussi à un moment, est-ce que c'est pas juste un mec qui se raconte ses histoires parce qu'il s'emmerde? Il y a un moment, il y a Grace Kelly qui dit une phrase assez géniale. Vous et moi, les traits tirés, plongés dans le désespoir parce que nous avons découvert qu'un homme n'avait pas tué sa femme. Nous sommes les êtres les plus effrayants que j'ai connus. Et en fait, je trouve ça top. D'un coup, ça met tout de suite le doute là-dessus. Là où, en fait, sur Paranoïaque, on a la bande d'ados qui est persuadée que, mais si, c'est lui. Et puis c'est tout, en fait. Il n'y a aucun moment où on se pose la question de, est-ce que c'est pas toi qui te tapes des délires parce que tu te fais chier à la maison? Un tout petit peu au début quand même, avec l'histoire du daim et du garage. Ouais, mais ça dure pas très longtemps. Oui. T'as le truc avec son pote qui s'infiltre dans le garage, qui fait penser à la scène de Lisa qui s'infiltre bien sûr, pour aller choper la bague dans l'appartement. Puis t'as quand même pas mal de scènes qui sont assez similaires. Par exemple, dans le premier film, Jeff est en train de regarder le voisin en face de chez lui, et sans faire exprès, il met le flash, ce qui fait que du coup, le voisin le voit. Et il y a exactement la même scène dans le remake où Cale est en train de regarder le voisin aussi en face, il a son caméscope, et je sais pas trop ce qu'il fait, mais je pense qu'il met aussi le flash de son caméscope, mais du coup effectivement il se cache parce que son voisin l'a vu. Et donc voilà, il y a plusieurs scènes comme ça qui sont extrêmement similaires. Tout à fait. Et du coup, en parlant du caméscope, etc., c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tout ce qui touche à la technologie, notamment dans le remake. Et donc, du coup, c'est vrai que pour rendre le film un petit peu plus moderne, là, ils se servent de plusieurs outils comme le talkie-walkie, la caméra, le téléphone, le stream. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça apporte aussi un petit peu à la mise en scène, mine de rien. T'as des plans un peu à la Blair Witch, en POV, en caméra embarquée. Ça change un petit peu, quoi. Non, mais ça, c'est une bonne idée, effectivement, d'aller utiliser ça, je trouve, de multiplier les écrans et de se dire entre le téléphone, la caméra, qui diffuse sur sa télé à lui,
sa paire de jumelles, son regard à lui et tout. Il y a une dynamique dans la mise en scène, dans les plans et tout, qui peut être chouette. Ça rend le film un peu plus nerveux Je aussi. suis d'accord. Et tu vois, si tu m'avais amené un perso qui s'emmerde et qui commence à regarder trop de films de thriller, de meurtres Oui, et oui, autres, c'est vrai. et qui commence à halluciner sur son voisin en mettant des petits trucs et autres, pour en faire un truc. Et C'est vrai que c'est pas con ça. S'il avait regardé, même ne serait-ce que Fenêtre sur cour, ça aurait pu être Bah très ouais, tu drôle en vois. fait. Très méta. Et... Mais le truc, c'est que d'en finir avec un tueur qui a un charnier de corps dans son garage, Ouais, avec, un non, truc- ça j'avoue que c'est too avec much, le quoi. truc de il a une maison et il a un garage, mais il y a un espace qu'il a construit entre les deux qui n'existait pas avant. Mais qu'est-ce Oui, qu'il oui, peut y c'est avoir? clair. Bah, un abattoir à meuf, quoi. T'es là, c'est pire que Dexter, Non, quoi. mais oui. Je me suis dit aussi. Il tue encore plus de personnes. Je me suis dit ça aussi, en fait, comment personne ne grille dans une banlieue comme ça, qu'à un moment, bah, tu vois, il y a de l'odeur, c'est dégueulasse, enfin, je veux dire, il y a forcément un truc, Ah, il y a mais des de corps en ouf. décomposition dans son sous-sol, merde. Je veux Il y en dire, a beaucoup. c'est pas Ouais, possible. ouais, c'est Où clair. est-ce qu'il a le temps? Il passe 2 fois sa machine à tondre dans le jardin tous les jours. Est-ce que c'est parce qu'il y a un truc qui tue les herbes à cause des corps et Non, tout c'est ça, parce tu que quand tu fais du compost, tu dois mélanger la matière organique et les matières. Bon, bah ça me paraît être le bon moment pour faire notre jeu. Ah, bah Étant tiens. donné qu'on parle de voisinage dans les deux films, Ah je oui. dis que ce serait pas mal qu'on parle de voisins chelous ou relous dans les films et les Ah, séries. j'ai cru chez nous, parce que moi j'en ai des voisins chelous. Toi aussi, t'as des voisins chelous. Alors, on va se concentrer sur les voisins dans les films et les séries. Donc, je fais comme si je vous lisais une plainte qu'aurait pu écrire le voisin du mec relou. Ah, Et c'est à vous de trouver de qui on parle. Ah oui, c'est génial. Alors, on va commencer par les séries. Ok. Plainte numéro 1. Le voisin d'à côté est tellement poli que ça en devient criminel. Il me prête tout son matériel, que je ne lui rends jamais, et pourtant impossible de l'énerver. Home Improvement? Non. Il a une moustache beaucoup trop parfaite pour être honnête, c'est louche. Trop bizarre. Série d'animation. Ah, une série d'animation Ouais, il a une moustache et il est croyant. Ah oui, si, bah, la moustache. Dans les Simpsons ou quoi? C'est Flanders? Ned Flanders, Ah, les oui. Simpsons. Ouais, c'est Flanders. Putain. Bravo, premier point pour Élise. Plainte numéro 2. Ma voisine m'a apporté des muffins de myrtille parfaits parce qu'elle a appris que mon mari me trompait. Desperate. Ouais, bravo. Putain, j'allais te dire. Et donc c'est qui dans Desperate? Bah, c'est Brie. Brille? Ouais, Brie Vanderkamp. Bravo, deuxième point pour Élise. Plainte numéro 3. Ma porte d'entrée ne sert plus à rien. Mon voisin entre en glissant sur le parquet comme si c'était une patinoire. Ah bah ça, c'est Seinfeld. Voilà, exactement. C'est quoi? Seinfeld, Les Kramer. entrées de Kramer, ouais. Bravo Hugo, c'est ton premier point. Alors, on passe au film maintenant. Plainte numéro 4. Mes voisins du 7B ne cessent de s'incruster chez nous sans frapper. La dame m'a forcé à manger une mousse au chocolat Ah. qui avait un arrière-goût de crème. Rosemary's Baby. Oui, bravo. Ah. C'est l'appartement 7B qui m'a fait tilter. Ouais. Un point pour Bastien. Plainte numéro 5. On ne se sent plus en sécurité dans les couloirs des parties communes. Il y a des jumelles en robe bleue qui restent plantées Oui. là. Ah, Shining. Shining. Ouais, Ouais, Shining. c'est bon, c'est les filles Brady. Bravo Hugo, deuxième point, égalité avec Élise. Plainte numéro 6. Il y a un nouveau locataire dans le terrain d'à côté. Il est immense, gris, très poilu, et ne parle pas. Il rugit. Le problème, c'est qu'il fait pousser des arbres géants en une nuit dans mon jardin, et qu'il se déplace dans un chat à 12 Ah, pattes, Totoro. qui fait office de bus. Ah, Eh oui. Je cherchais un truc horrifique avec une bestiole. Ouais, pareil, au début, je pensais à un truc avec Ouais. troll et je me disais, bah Mm. non. Bravo Élise, 3 points pour toi, on est à 2 pour Hugo et 1 pour Bastien. Et la dernière, tout le monde a peur du voisin qui passe ses journées à racler le sol sur le trottoir avec sa pelle en métal. Maman, j'ai raté l'avion. C'est ça, Bravo. Bastien, bravo. Je l'ai maté hier soir. Trop Donc drôle. forcément. Donc du coup, Salut. on est sur une victoire Ouais. d'Élise. Bravo Élise. Bravo, bien joué. Alors, mon moment préféré maintenant, j'aimerais qu'on parle de l'image des femmes dans les deux films. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à en dire? Bah, j'aime bien le perso de Lisa dans Fenêtre sur cour parce que Déjà commence parce un- que c'est Grace Kelly. Déjà. bah Voilà. déjà oui hein. La base, voilà. En fait, elle arrive un peu en mode greluche. T'as l'impression qu'elle veut Greluche. C'est Non, hyper c'est méchant violent ce que je comme veux mot, dire. Ouais, je trouve T'es ça dur. dur. un peu comme le personnage un peu caricatural de la femme des années 50 qui cherche juste à se Oui. marier avec un homme qui a comme Oui. seul objectif de faire ça et Oui, oui, lui c'est il vrai. lui explique pourquoi il peut pas se marier avec elle, que c'est une vie d'aventure, qu'elle pourra pas porter ses robes et tout ça. Et autant tu pourrais dire qu'elle fait oh d'accord je m'en vais, mais alors qu'au final non, elle lui prouve qu'elle peut vivre avec une seule valise et du coup t'as toute une autre sphère du personnage qui la rend vraiment protagoniste plus que juste objet de convoitise du personnage Ouais. jusqu'à être le seul personnage d'action du film, Ouais. de s'infiltrer chez le voisin, de fouiller, de grimper à l'échelle, de fuir, de faire une petite session d'infiltration, jusqu'à même d'être la première personne à affronter physiquement le voisin.
Ouais, complètement, le et tueur, ouais. c'est cool. Et du coup, le personnage change. Il sait plus le trophy wife que tu peux avoir dans les films de romance américaine. Oui, bah justement, en plus, Hitchcock, il disait qu'il voulait que le costume de Lisa, dans sa première apparition, on ait l'impression que ce soit limite une poupée de porcelaine, quelque chose Ah bah qu'on oui. peut à peine toucher. Ouais. Et à la fin du film, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais elle est carrément en pantalon, en fait, Ah. pour montrer un peu qu'elle Ah. porte la culotte et qu'elle s'émancipe, Nice. quoi. Surtout que l'autre qui finit avec un deuxième plâtre sur son autre Ouais, jambe. ouais, il se retrouve avec 2 plâtres à la fin. Je trouve ça l'ironie. génial. Ouais, ça c'est très drôle. Bah, c'est marrant parce que justement, il est puni en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il Oui, est c'est déjà vrai. puni pour son voyeurisme. Ouais. Et puis, il est d'une certaine manière puni aussi parce que tout le long du film, il a tenu tête à Grace Kelly Ouais. qui lui parle quand même d'engagement. Et franchement, dans les discussions, je trouve qu'on est quand même plus rapidement du côté de Grace Kelly que Oui. du côté de Stewart, Ah qui a oui, des arguments totalement. Nul. pas fallacieux, mais Ouais, bon. ouais. C'est un vieux nuls, garçon, voilà. quoi. Oui, puis en plus, elle est vraiment à fond sur lui. Enfin, Oui, elle est même très pas, amoureuse parce que même quand ils se disputent et que t'as l'impression qu'ils vont potentiellement se séparer, elle finit par revenir avec lui. Enfin, une scène plus tard, elle est collée à lui. Quand vous reverrai-je? Pas avant longtemps. Au moins, pas avant demain soir. Tu te dis, ah oui, en fait, la meuf C'est est mignon. complètement accro, quoi. En plus, symboliquement, ironie du sort, je trouve amusant la scène où elle s'introduit chez Thorwald et en fait, elle cherche du coup les traces de la femme et en fait, elle va passer l'alliance Mal au doigt. l'alliance. Surtout qu'elle Ouais. cherche une alliance qu'elle ne trouve pas. C'est un peu sa vie de couple. Hein. Ouais, ouais, Oui, ouais. c'est clair. Mais elle finit par la trouver. Voilà, elle prend les initiatives pendant que lui est bloqué. Donc du coup, je trouve que le personnage est vraiment très chouette. Ouais, je l'adore. Mais alors moi, il y a un truc qui m'a tellement dérangé dans le film, c'est quand le policier dit moi j'en ai marre d'écouter les instincts des femmes, ça mène à rien. L'intuition féminine, c'est très joli, ça fait vendre des magazines, mais dans la réalité, c'est encore un conte de fées. Je ne compte plus le nombre d'années que j'ai perdu en appuyant mes enquêtes sur les femmes et sur leur intuition. J'ai fait oh. Oui, mais justement, là, pour moi, c'est aussi Hitchcock qui s'amuse à se foutre un peu de la gueule de ce personnage. Bah oui, Parce que totalement. finalement, bah, c'est quand même bien Grace Kelly qui a raison dans l'histoire. Ouais. Pareil avec Stella au début du film, qui dit qu'elle a prédit le krach boursier parce que son employeur qui était coté en bourse avait des problèmes de ventre. Ouais. Donc ça prête à sourire et c'est ce que Jeff va faire. Sauf que son instinct lui dit aussi que Jeff va avoir des ennuis s'il espionne ses voisins. Et encore une fois, elle a raison au final. Non, mais justement, en plus, je sais pas si on peut aller jusque-là, mais le film apparaît très presque féministe en soi. Ouais. Parce que justement, de mettre ces hommes dans l'inaction, de les laisser coincés dans leur système de pensée un peu old school, etc. Alors que finalement, c'est elle qui passe à l'acte, c'est elle qui engage les choses, le changement. Et d'ailleurs, il y a même la scène qui m'a... Moi, franchement, ça m'a un peu gênée, justement, de son inaction. C'est quand elle est dans l'appartement Oui. du voisin, et elle crie, et elle sait pas quoi faire. Et heureusement qu'il y Bah, a la police qui heureusement, parce arrive. qu'il fout rien. Et lui, il peut rien Non mais faire. attends, mais il peut pas crier. Il est incapable à ce moment-là. J'ai trouvé ça horrible. Je me disais, mais fais quelque Ah ouais. chose, fais quelque chose. Je sais pas quoi, mais bouge-toi. Et on est d'accord qu'il aurait pu crier pour dire appeler la police. Enfin, techniquement, l'autre, ça l'aurait arrêté. Bah ouais. Mais il appelle c'est pas la ça. police, lui? Il appelle, mais en soum-soum. La police a été appelée avant, mais ils sont en retard. Mais en fait, il aurait pu crier comme l'a fait la Bah voisine avec le chien, et que ça a rendu tout le monde au courant. tu Exactement. vois. Mais justement, pour passer à Paranoïaque, en fait, la scène de l'introduction chez le voisin, je me suis demandé pourquoi c'était le pote de Shia LaBeouf qui le faisait. Envoyer Ashley, déjà, ça l'aurait mise dans l'action un petit peu plus, et ça aurait procuré une tension, je trouve, encore plus forte. Alors, je dis pas qu'on s'en fout de voir son pote y passer, mais en tout cas, d'aller mettre le love interest dans cette position-là, je trouve que ça aurait été plus chouette, en fait. Ouais, je pense qu'il y avait peut-être un côté moralement pas ouf, quoi. Le fait de lui dire, c'est toi qui prends tous les risques, Ouais, tu vois. oui, je comprends. Oui, d'accord, ok. Ouais, j'avais pas pensé comme ça. Mais après, pour le coup, Ashley, moi, je trouve qu'elle est pas très développée, en fait. Non. Elle déboule là, elle est tout de suite le love interest, le body interest, presque. Ouais, body. Voilà, du côté un peu lubrique d'un ado. Bon, why not sur le principe, mais ça va pas beaucoup plus loin, en fait. Déjà, je comprends pas très bien comment elle tombe sous son charme. Enfin, je veux dire, il y a rien dans le film qui m'amène ça. C'est-à-dire que, ok, ils se voient, ils se croisent, ils font connaissance vite fait. Bon, ça va pas plus loin, quoi. Bah, il est à côté, quoi. C'est pratique. Ouais, c'est ça, il est à C'est- côté, tu vois. Non, mais encore une fois, il aurait pu avoir une forme d'ambiguïté. Il la regarde à travers ses jumelles. Elle se sait espionner. Il y aurait pu avoir une petite forme de jeu tout en petit restant jeu, ouais. soft. Mais voilà, un petit jeu légèrement érotique et tout. Bon, c'est un peu le cas en vrai, parce que dès le départ, il attendait qu'elle passe pour pouvoir récupérer son courrier, et donc devant elle, il fait genre qu'il n'arrive pas à attraper le courrier, il faut qu'elle vienne l'aider. Donc elle, je pense qu'elle est totalement consciente du fait qu'il la mate, qu'il l'aime bien, et que... Oui, il n'y croche a pas aussi. beaucoup de doute Ouais. là-dessus, ouais. Non, non, donc je pense qu'elle en joue un petit peu quand même. Mais c'est vrai que t'as raison, en fait, elle apparaît direct comme le fantasme. Oui, et au-delà de ça, je trouve que l'intrigue la développe pas plus. En fait, quand l'intrigue devient plus sérieuse, part dans le thriller, etc., elle est plus là, en fait. C'est vrai qu'on la voit plus. Elle ne réapparaît qu'à la fin. Et au final, c'est aussi un faire-valoir parce que c'est elle qui sort Cale de sa dépression. Après, bon, il y a quand même une scène où elle s'attaque au tueur,
lui Ouais, saute à la dessus, etc. Donc bon, tu te dis pourquoi pas. Mais comme tu disais, Bastien, il y a tout un moment où elle disparaît du film. Enfin, on s'en fout Voilà, complètement. c'est sa mère. Alors le pauvre personnage, je suis désolé, puisqu'on parle des femmes justement, le personnage de Carrie-Anne Moss, c'est une catastrophe. Ouais. Moi, Oui. elle est un pur faire-valoir qui ne sert à rien. Elle sert d'argument de scénario à un ou deux moments. Ah bah il faut quelqu'un pour lui couper C'est ses la accès relou, quoi. télé. Ouais, voilà, c'est ça. Elle fait ça. Il faut quelqu'un pour lui refaire un petit coup de morale. Hop, elle arrive. Elle vient Et, prendre un et à la billet. fin, il faut une victime qui se fait capturer par le tueur. Ouais. C'est elle. Et du coup, la pauvre actrice n'a rien à jouer. Non, c'est Et clair. en plus, elle n'est qu'une fonction quoi dans le Ouais, film. et puis en plus de ça, je trouve que c'est même encore pire parce qu'elle est même pas du côté de son fils. Quand il y a le tueur Ouais. qui vient, elle est plus du côté du tueur que de son fils. Elle le croit pas en fait. Elle lui dit mais non, et elle se laisse séduire même par Ouais, le mec. ouais. Et juste pour revenir à Ashley, je trouve qu'elle colle parfaitement à l'incarnation du trope de la cool girl. Oui. Donc juste pour rappeler ce que c'est l'image de la femme idéale aux yeux des hommes, donc elle est forcément ultra sexy, ce qui est le cas ici. Elle aime aussi les mêmes choses que les hommes, donc effectivement dès son entrée elle dit qu'elle veut jouer aux jeux vidéo avec eux, elle aime les trucs gore, elle boit de la bière, elle mange de la pizza, mais tout en ayant un corps qui est absolument parfait. Tellement cool qu'elle avait tout le lycée une semaine après qu'elle soit arrivée dans le... Mais grave, oui, je me suis dit la même chose. Je dis, elle est déjà ultra populaire et tout. Je sais pas, il y a tout le monde chez elle. Elle vient d'arriver, merde. Alors de votre côté, vous avez préféré quelle version ? Qui veut commencer ? Je vais faire la conclusion la plus courte. Bah, c'est pas la peine d'essayer de remake Hitchcock. Ouais. C'est clair, oui. Plus sérieusement, Fenêtre sur cour, c'est un total chef-d'œuvre pour moi qui dépasse largement son statut juste de film. Le polar et la comédie romantique s'entremêlent hyper bien. La mise en scène conceptuelle d'Hitchcock emmène le film vers une autre sphère. Stewart est parfait, Grace Kelly est parfaite. Enfin, c'est un chef-d'œuvre. Il y a pas grand-chose à dire là-dessus. Paranoïaque, moi franchement, je lui avais juste laissé sa chance dans le sens où, pour une fois, au lieu de regarder d'abord l'original puis le remake, j'ai fait dans le sens inverse. En plus, ayant évidemment déjà vu Fenêtre sur cour. Et voilà, du coup, Paranoïaque, je trouve que c'est un petit film malin, qui est bien ancré dans sa période. Il y a la petite pointe de suspense qu'il faut, le teen movie avec un petit twist et tout, c'est ok. Mais par contre, je trouve que c'est très dommageable la manière dont le film cherche jamais à s'élever un tout petit peu au-dessus de son idée. En termes de remake, c'est pas possible de comparer, mais c'est loupé. En termes de film tout court, je trouve ça un petit peu beauf. J'avais pas vu les deux films du coup. Ah ok, t'as découvert aussi le Hitchcock ? Ok. Oui, alors je devais le regarder depuis très très longtemps. À chaque fois, j'ai juste pas eu l'occasion. Et c'est sûr que j'ai préféré celui d'Hitchcock. Je le trouve vraiment avant-gardiste. Tu vois quand même que c'était expérimental sur certains plans et vraiment très bien. Pareil, le rôle de Grace Kelly, incroyable. Et le remake, en soi, je dirais pas que j'irai le revoir une seconde fois, je trouve qu'il est ok. Mais je pense que si je l'avais vu en 2007, j'aurais sûrement kiffé en tant que cadeau. Mais ça s'arrête à là pour moi. Ok. Et toi, Hugo ? Ouais, moi je suis d'accord, je trouve que Paranoïaque, c'est vraiment un pur produit des années 2000. Pub Apple, check. Pub AOL, check. Ah ouais, c'est vrai, t'as un bingo. Ah oui, Pub Xbox, Xbox, check. check. Pub machin. Ghost Recon, check. C'est clair, les placements de produits, ça y va quoi. Ouais. Honnêtement, il se laisse regarder, il n'y a pas de souci. Mais tu mets face à Hitchcock, le génie du cinéma hollywoodien, sur l'un de ses chefs-d'œuvre. Donc oui, forcément, je vais préférer Hitchcock. Mais c'est juste, on va pas dénigrer le film qui est à côté. Pour moi, Paranoïaque, c'est plus un hommage qu'un remake. Ouais, oui, carrément, je suis d'accord. Moi, j'ai ma préférence aussi pour les Hitchcock, évidemment, pour toutes les raisons que vous avez citées. Le seul tout petit défaut que je pourrais trouver, à la limite, c'est que c'est un petit peu lent par moment, ça manque de rythme. Même si, en vrai, pareil, ça s'explique du fait que le personnage s'ennuie, donc bon. Et le film avec Shia LaBeouf, je le trouve un peu maladroit. On est clairement dans un film commercial, mais je trouve que c'est quand même une bonne adaptation. Alors, je pense que Hugo, t'as mis le doigt sur le fait que c'est plus un hommage qu'un vrai remake. Vrai. Mais je trouve que ça se regarde quand même vraiment très bien. Je trouve ça cool d'avoir fait un film un peu plus nerveux et d'avoir mis un peu l'accent sur l'émoi adolescent. Mais voilà, effectivement, la comparaison n'est pas vraiment possible entre les deux, malheureusement. Bon, je pense qu'on peut conclure cet épisode. Alors, merci à tous les trois pour votre participation. Merci. Merci. Merci à toutes les personnes de l'ombre pour leur aide précieuse et merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous envoyer vos petits commentaires, ça nous fait très plaisir, et de parler du podcast autour de vous. À bientôt!